Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Vendée Globe, 56e jour de course. Sur l'épreuve, on est désormais on attaque la 9e semaine de compétition qui ne sera pas encore la dernière. Normalement, il y aura un tout début de 10e semaine de compétition. Pour finir, on parlera des estimations d'heures d'arrivée, parce que ça a été affiné, et ça va s'affiner de plus en plus une fois qu'on aura passé la suite du parcours, notamment quand les concurrents seront dans l'hémisphère nord, et ça va être dans pas très longtemps du côté de Charlie Dalin. On aura également un autre petit point trophée Jules Verne. On aura également voilà, un autre point sur les petits problèmes sur la course, même si aujourd'hui ça a été un petit peu plus calme qu'hier, enfin voilà, un petit peu tous les rendez-vous habituels dans ce point Vendée Globe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Quand vous rajoutez la petite cloche, eh bien ça vous permet de savoir dès qu'une vidéo sort. Et donc ça permet de me soutenir également, parce que quand vous cliquez rapidement sur une miniature ou sur une notification, eh bien la vidéo est plus rapidement mise en avant par YouTube. Et puis, deuxième moyen de me soutenir, ça c'est seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite. On va commencer déjà par le Jules Verne, parce que vous savez, je mets dans la description de la vidéo qu'on finit la vidéo par le Jules Verne, mais bon, je trouve que c'est un peu plus facile de commencer par le Jules Verne. En ce moment, du côté du Jules Verne, eh bien, toujours du retard du côté de Sodebo, mais un retard qui a tendance à légèrement se réduire par rapport à il y a quelques heures. Vous voyez le quart qui était monté jusqu'à 500 km entre le record, donc Francis Joyon que vous voyez en gris et Sodebo que vous voyez en orange, mais la situation a l'air d'un peu s'améliorer depuis quelques heures. Vous voyez qu'on était quasiment monté à 500 km de retard, on est désormais à 439. Pourquoi? Sodebo était monté extrêmement haut et redescend désormais sur Idexport. L'avantage de redescendre de cette manière-là, c'est que le décalage nord-sud est beaucoup plus petit. Malgré tout, si on fait un décalage est-ouest, eh bien, vous voyez que Francis Joyon est légèrement devant Sodebo, mais au final, le décalage n'est pas de 430 km, il doit être plutôt aux alentours de 200, voire peut-être même moins de 200 km de décalage. Ce qui fait que les carottes ne sont absolument pas cuites du tout du côté de Sodebo. On pouvait même peut-être un peu s'y attendre du côté de Sodebo. Pourquoi? Encore une fois, il y a déjà une tentative qui s'est arrêtée du côté de l'océan Indien pour Thomas Coville. Donc peut-être qu'on est un petit peu avec le frein à main en termes de navigation. Deuxièmement, Francis Joyon avait eu des conditions parfaites, notamment dans l'Indien, mais notamment dans les mers du Sud. Et on savait que donc il n'est pas facile de garder de l'avance face à Francis Joyon dans cette zone-là. La différence, c'est que Francis Joyon n'avait pas un bateau volant. C'est-à-dire que dans des conditions où peut-être la mer va être un peu moins déchaînée, eh bien, le bateau de Sodebo peut voler, le bateau de Thomas Coville, ce qui n'est pas le cas du bateau de Francis Joyon, qui était un bateau semi-volant. En gros, il avait toujours une partie de la coque qui restait quand même un petit peu dans l'eau. Ce qui va faire une différence, peut-être pas là, mais notamment dans la sortie du Cap Horn, toute cette remontée de l'Atlantique, là vous pouvez voler alors que lui ne volait pas à ce moment-là, sur la fin également de course. Donc même si potentiellement il arrive avec un petit peu de retard au Cap Horn, c'est pas catastrophique parce que ce retard il pourra la rattraper. Alors faut pas non plus qu'il ait 1500 milles de retard, parce que là ça serait compliqué. Mais bon, 1000 milles c'est un jour de retard, allez, un jour et demi de retard, grand maximum, c'est encore rattrapable. Donc vous voyez que là, avec 500 km de retard, même pas 500 km de retard, ce n'est absolument pas catastrophique du côté de Sodebo et du côté de Thomas Coville. Encore une fois, car il y a une différence de technologie entre les deux bateaux, donc entre le bateau de Francis Joyon, qui était un bateau qui est né en 2006-2007, Groupama, enfin l'ancien Idexport, grosso modo s'appelait Groupama,
C'était un bateau qui avait été conçu à l'époque en plus des modes 70, conçu donc par Franck Camas, à l'époque qui l'avait agrandi quand les modes 70 étaient plus à la mode et quand surtout on a créé la catégorie ultime. Ça a été même un peu le bateau référence pour créer un peu cette jauge ultime. On s'est basé un petit peu sur ce bateau-là pour créer la jauge ultime au tout début. Et donc on verra maintenant ce que ça va donner du côté eh bien, de Sodebo, mais je pense qu'il est capable d'en remettre un petit peu dans les prochaines heures, surtout que les conditions vont être un peu meilleures, hein. Vous voyez, le front est en train un petit peu de passer sur eux. Alors il va y avoir encore un petit peu de mer, mais 3 mètres de mer, donc ce qui va être un petit peu plus raisonnable, ce qui va moins empêcher le bateau d'avancer, et surtout ça va pas trop augmenter dans les heures à venir. Je pense qu'ils vont garder ce front là, hein, même peut-être jusqu'au Cap Lewin, et après peut-être qu'ils passeront sur le front d'après, mais je pense qu'ils sont en capacité de garder ce front là jusqu'au Cap Lewin, et donc d'en remettre un petit peu. Si on regarde sur les 4 dernières heures, le bateau a avancé à 33 nœuds, compte 36 à ce moment-là pour Idexport, mais qui était dans ses vitesses quasiment maximales. Hein, on rappelle que Idexport, la meilleure journée, c'est 880 000 à peu près, je crois, de tête. Donc là, on est quasiment au maximum de ce que faisait Idexport. Sodebo, lui, est capable de faire plus, normalement, que ces 880 000. Mais on le savait que ce record n'est pas évident. Déjà parce que c'est un record qui se fait sur 40 jours. Moins de 40 jours, même, du côté de Idexport. C'est comme le record de François Gabard, hein. En passant, personne n'a tenté pour le moment le record en solitaire depuis le record qu'a établi François Gabard, mais parce que tout le monde sait que François Gabard avait fait une super performance cette année-là avec son massif, et que ça sera quand même assez dur à aller chercher à la régulière, d'aller battre le bateau massif voilà, François Gabard, le record c'est 42 jours en solitaire, je crois, de tête. Donc on sait que c'est un record qui sera assez difficile à aller chercher. Donc c'est aussi pour ça que il y a eu peu de tentatives de Jules Verne ces dernières années, parce qu'on savait qu'Idexport avait eu un grand niveau de performance et surtout des conditions parfaites dans les mers du Sud. Par contre, encore une fois, il avait eu des poteaux noirs compliqués. Donc c'est ce qui va permettre, je pense, à Sodebo de remonter. Donc même s'il y a du retard au Cap Horn, je ne suis pas sûr que ça soit non plus ingérable, que Sodebo arrive à revenir ensuite. Donc voilà, c'était le point Jules Verne. Voilà, on voit avec la météo. Voilà, je pense que ils peuvent avancer avec le front jusqu'au Cap Lewin. Il n'a pas l'air d'aller non plus très vite, ce front. Et puis après, bon, il y aura le front d'après qu'il faudra gérer avec la gestion de la Tasmanie aussi, assez vite, hein. Tout ça, ça va arriver, aller dans 3-4 jours, la Tasmanie. Donc il va falloir gérer ça, ce qui ne va pas être facile. Et ils sont partis depuis désormais. J'ai pas le temps de course, hein, de Sodebo. Depuis combien de temps ils sont partis? Ça serait bien d'avoir une info. Non, j'ai pas le nombre de jours. Ils étaient partis le 20 décembre. Voilà, donc on est le 5 janvier. Donc oui, ça fait 15 jours qu'ils sont partis. Donc il va encore se passer pas mal de choses pour la suite du parcours. Encore une fois, on n'est pas encore à la moitié du chemin, hein, non plus, du côté de Sodebo. Donc il peut s'en passer des choses, et notamment de la casse également mécanique au niveau du matériel. On passe du côté de la cartographie et du côté du Vendée Globe avec la météo. Situation d'alizé pour Charlie Dalin, Johan Richomme. Des alizés qui ont quand même été... Oh, je dirais pas difficile à aller chercher, mais ça n'a pas été simple. Voilà, ça a été des conditions normales, on va dire, d'alizé, mais pas des conditions forcément extrêmement favorables du côté de ces alizés. Donc on rappelle, hein, c'est la situation inverse de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire que là l'alizé il pousse dans ce sens-là. Donc au départ vous ne l'avez pas forcément dans votre sens, hein, il a tendance plutôt à être vent contre vous, et puis ensuite vous l'avez un petit peu au portant. Donc là ils sont maintenant avec du vent qui est un petit peu portant dans l'affaire. Il va falloir traverser l'équateur, juste après l'équateur poteau noir, donc ça va être le travail à faire demain, notamment le poteau noir, et ensuite c'est cette grande cavalcade vers
et ben vers l'Espagne, hein, une grande cavalcade, et là ça devrait aller extrêmement vite sur la fin de course, parce que le vent est plutôt bon, parce que la situation est plutôt favorable pour le moment avec du vent. Donc ça devrait plutôt bien se passer avec du vent. Par contre, il faudra faire attention sur la fin, encore une fois, avec parfois de la navigation au près vers les Sables d'Olonne. Et surtout, c'est pas évident la navigation sur la fin, parce qu'il va falloir, jusqu'à maintenant, on a des cibles, mais des cibles en fait qui sont vagues. C'est l'Équateur, c'est le Cap Horn, mais voilà, c'est des cibles où on a vachement de distance. La ligne d'arrivée, encore une fois, elle doit être sur 1 mille de large. Donc ça veut dire qu'il y a peu de place, il faut cibler une cible précise, et ça en bateau c'est très compliqué parce qu'il va falloir gérer à la fois le courant, à la fois le vent, donc vous allez dériver légèrement, donc c'est pas facile de rentrer dans une zone fixe avec un bateau, de rentrer dans la zone d'arrivée qui va être donc le travail sur les dernières heures de course, de bien se caler par rapport à la zone d'arrivée, et ça quand vous n'avez pas beaucoup d'avance. Parce que 128 000, moi j'appelle ça pas encore avoir beaucoup d'avance, eh bien ça peut être compliqué. Derrière, Sébastien Simon également rentre dans ses alizés, donc le rythme va réaccélérer pour Sébastien Simon. Et encore une fois, Sébastien Simon, il a toujours 1000, même 1100 000 d'avance désormais sur Thomas Ruyant. Donc à part gros problème, je pense que ça va être compliqué d'aller le chercher. Dans les heures à venir, voilà, on savait que c'était jusqu'au large du Brésil. Après, une fois qu'on allait récupérer les alizés, normalement il va avancer, et ça va être compliqué d'aller le chercher. Voilà, il fallait faire l'effort avant pour tenter d'aller chercher Sébastien Simon. Derrière, c'est toujours compliqué. Donc vous voyez cette dépression, hop là, qui enroule avec cette dorsale. Donc une dorsale, c'est une zone de transition entre, on va dire, deux systèmes météo. Et ensuite, eh bien, il y aura un petit peu de vent contre eux. Donc il va falloir gérer ça, qui semble parfois assez fort en rafale, donc assez instable ce vent, donc avec de la navigation au près. Et une remontée qui va être peut-être plus compliquée que pour les concurrents de devant. Donc je dirais un équateur pas avant 3 jours au moins. Donc encore une fois avec peu de possibilités de remonter, et du vent qui va pas être évident. Et surtout ils vont devoir faire attention, ce petit groupe là, c'est que derrière vous avez le groupe Dutreux Kremer. Dutreux va très vite en ce moment, et ce qui fait que l'écart est plus si énorme entre Justine Métro et Dutreux, c'est 400 000. Donc 400 000, c'est une journée de navigation. Donc ça se rapproche beaucoup. Eux en plus, là, ils ont du vent qui est vraiment favorable. Ils vont bombarder, et surtout énormément bombarder dans les heures à venir. Vous voyez qu'en plus cette dépression leur permet d'avancer tranquillement et d'aller dans du vent. Donc c'est plutôt l'idéal, qu'au départ elle avance pas si fort que ça. Donc ils vont garder du vent vraiment très fort, et qui va être vraiment positif pour eux. Ça va être plus compliqué pour Samantha Davis, qui a un petit peu raté ce train de la dépression, qui est un petit peu derrière. Mais je pense que Kremer, Dutreux sont peut-être en capacité de réduire leur retard par rapport à ce groupe-là. Après, d'aller le rechercher peut-être pas, mais d'aller réduire leur retard, ça c'est clair et net. Et ensuite, faudra faire attention, le top 10 n'est pas assuré. Ça veut dire pour une Justine Métro, pour un Boris Herman, pour un Thomas Ruyant, c'est pas assuré si derrière, eux, ils arrivent à progresser, à avancer vite. Donc Clarisse Kremer, qui pourtant avait pris 2000 de retard dans les mers du Sud, n'a peut-être pas tout perdu. Et Benjamin Dutreux, qui avait eu un début de course pas évident, et bien avec sa fin de mer du Sud qui a été plutôt rapide, et cette sortie d'Atlantique Sud aussi où il est très performant pour le moment, c'est pas mal. Comme pour Paul Meillat aussi, qui continue d'avancer, même s'il a un peu réduit sa vitesse par rapport à hier. Donc il va falloir se méfier de ces deux-là. Derrière, on a Samantha Davis, Romain Attanasio, lui il est aux navigations au près, et surtout Jean Le Cam toujours là comme vous pouvez le voir, qui lui se retrouve dans des conditions, je dirais pas idéales, mais pas loin quand même pour son bateau. Donc ça risque d'avancer du côté de Jean Le Cam. Donc il faudra faire attention à lui dans les 2 prochains jours, parce qu'ils peuvent se retrouver ici dans 2 jours, même un petit peu plus haut. Et là il y aura pas mal de vent. Et pour Alan Roura aussi, ça va être
pas mal, je dirais, les conditions, même s'il ne faut pas trop qu'il traîne. Voilà Alan Roura dans les heures à venir avec Hublot. Et puis vous voyez que derrière, il y aura pas mal de vent pour Isabelle Yoshko et Giancarlo Pedote au passage du Cap Horn. Donc il va falloir faire attention avec cette grosse dépression qui vient de leur passer dessus. Et derrière, le vent va se renforcer pour le groupe Benjamin Ferré. Donc là aussi, une dépression qui va aller assez vite. Donc il faudra faire attention parce que dans 2 jours, eux ils sont au Cap Horn à peu près. Dans 2 jours, je pense qu'on va avoir des images fantastiques du Cap Horn avec ce petit peloton de fous furieux. Et ouais, dans 2 jours, ça veut dire mardi, grosso modo le Cap Horn. Donc si on regarde dans 48 heures, vous voyez, les conditions vont être un petit peu toniques, notamment avec des rafales assez importantes. Donc il faudra faire attention pour tout ce groupe-là. Heureusement, ils sont tous ensemble, donc ce qui fait que s'il y a des problèmes de sécurité, on peut on peut s'aider. Et puis que la marine chilienne est une marine de qualité également, il faut le souligner. Et est en capacité de secourir des concurrents. C'est qu'il y a des endroits du globe où on a un peu plus de doutes. La marine chilienne, elle a déjà fait le job à plusieurs reprises, comme la marine australienne. Donc on sait que c'est 2 marines qui sont vraiment bien au point. Derrière, le galérien du Pacifique, Oliver Air, ça reste pas simple. Mais je pense qu'il va réussir à récupérer, à retoucher un petit peu de vent et à pouvoir réaccélérer, parce que là, ça doit commencer à être très très long pour lui. Mais Antoine Cornic aussi et Jin Kunshu pourront récupérer ce vent-là, je pense. Donc ça va être le job dans les jours à venir. Derrière, il va falloir traverser du vent mou, que ça soit pour Denis Van Winberg et pour Manu Cousin et Amedeo, voire faire un petit peu de navigation auprès également, s'il monte un petit peu plus nord. Mais il ne devrait pas être trop gêné par la zone d'exclusion arctique dans un premier temps, pour ces petits camarades-là, qui ne devraient pas pouvoir descendre tout de suite au sud. Donc eux, ça va être compliqué. Et puis Oliver Air, je pense que comme Antoine Cornic et Jin Kunshu, ils sont proches de la zone des glaces, donc ils doivent avoir quand même un petit peu peur d'aller choper des icebergs, parce qu'on en a vu quand même pas mal dans cette zone-là, d'icebergs, donc il faudra faire attention de ce côté-là. On regarde tout de suite les problèmes techniques des dernières 24 heures plutôt que 48 heures. On commence avec Thomas Ruyant. Thomas Ruyant qui a donné des explications après ses problèmes notamment de voile et notamment de J2. Eh bien, il le disait, ça va être compliqué désormais. Thomas Ruyant qui est assez inquiet pour la fin de cette course parce qu'il disait que le J2, c'est une voile qui est très importante et surtout il pense qu'il va être pénalisé, pas encore trop maintenant, mais surtout après, notamment au passage de l'équateur où là il y aura du vent qui est intéressant pour le J2 et comme il ne l'a plus, dans son jeu de voile ça va lui manquer par rapport aux concurrents qui seront derrière par rapport aux poursuivants. Et puis il expliquait également que dans ce groupe-là, pourquoi on a du mal à avancer pour le moment, c'est ce que disait Jérémy Bayou aussi, Paul Meillat, déjà parce qu'on est dans une zone qui est très instable avec le Cabo Frio, donc on n'est pas très loin de Cabo Frio et c'est une zone qui a tendance quand même à être souvent instable. Et puis surtout, la houle est de face, c'est-à-dire qu'en fait la houle arrive comme ça sur les bateaux, là, bateau, tac, la houle, elle pousse comme ça le bateau. Donc vous avez le bruitage sonore en plus, c'est assez incroyable. Prends ça dans ta gueule, Spielberg. Mais vous allez voir qu'en fait le bateau qui essaye de naviguer comme ça, il est percuté par chaque vague. Donc déjà c'est dur d'avancer vite parce que les vagues vous ralentissent énormément, parce que les vagues font comme ça et tapent sur le bateau. Mais ensuite, pourquoi c'est très compliqué ? Parce que vous avez des vagues qui sont courtes, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de petites vagues, ça fait comme des petits whoops, des petites dunes cassées, comme on pourrait dire au Dakar, et ce qui fait que ça vous empêche complètement d'augmenter le rythme, parce que dès que vous passez les 18-19 nœuds, le bateau il tape dans tous les sens, et c'est invivable à l'intérieur des bateaux, donc c'est très très compliqué pour ces concurrents-là, notamment à cause du sens de courant et de cette houle de face qui est très problématique pour eux. Je ne sais pas si on va voir Jérémy Bayou, voilà, Ruyant. Ça se voit plus sur Jérémy Bayou, voilà, vous voyez, ça c'est le sens du courant, donc des petites flèches, et avec voilà, beaucoup de houle qui est dans leur sens, donc c'est très compliqué à gérer avec cette houle de phase, donc qui empêche vraiment les bateaux d'avancer. Tiens, en parlant de Jérémy Bayou, pas mal de petits problèmes techniques hier pour Jérémy Bayou, donc ça l'a ralenti. Tout simplement, il disait voilà, mon bateau est usé, et notamment un palan d'écoute de GV, donc de grand voile. Donc un palan, c'est en fait un système, un peu de poulie,
voilà, pour faire basiquement. Donc on passe en fait des poutres à l'intérieur, et ça fait une sorte de poulie. Donc ça permet de découpler enfin ça permet d'aider à faire, à régler la grand voile. Et donc ce palan n'était plus opérationnel, donc il a dû changer son positionnement, qui au final n'est pas si mauvais que ça, ce positionnement plus à l'ouest, mais il voulait être un peu plus est, il se retrouve un petit peu plus à l'ouest, mais au final, je suis pas sûr que ça soit si mal que ça, parce que quand vous regardez les vitesses de Meillat et de Ruyan par rapport à sa vitesse à lui, il va plus vite. Donc je sais pas si c'est si catastrophique que ça pour lui. Et puis parmi les concurrents, qu'est-ce qu'on a eu également comme problème? Sébastien Marseille, Clarisse Kremer, pas mal fatigué. Clarisse Kremer qui pensait même qu'elle avait des hallucinations. Donc elle disait que voilà, il fallait réussir à dormir, ce qui n'était pas évident. Et puis Romain Attanasio, eh bien il a eu des algues. Alors c'est pas des sargasses, hein, mais il a eu une algue au niveau du Cap Horn, dans son safran notamment. Et c'était une grosse algue. Heureusement, il a réussi à la retirer. Parce qu'une algue, ça peut vraiment créer des dégâts. Et ça, surtout, ça ralentit le bateau. Hein. Donc voilà, il a réussi à faire une petite manœuvre pour réussir à dégager ce qu'il avait. Il avait une énorme algue au niveau du Cap Horn dans son bateau. Donc voilà, début de remontée de l'Atlantique Sud. Pas de tout repos du côté de Romain Attanasio, avec en plus un Damien Seguin qui vient de lui piquer. C'est un 14e place. Voilà, mais l'écart est assez réduit entre les deux. Hein. Vous voyez, ça joue à 4000 près. Et puis Jean-Luc Ham qui est pas très loin, vous voyez, à 200 000 près à peu près. Même pas à 100 000. Hein. Donc vraiment, c'est extrêmement serré. Jean-Luc Ham revient vite en ce moment au niveau des vitesses. Allez, on regarde tout de suite le classement. Charlie Dalin toujours en tête, une vitesse assez équivalente à celle de Johan Richomme. Sur les 24 dernières heures, c'est quasiment la même vitesse. 505 000 pour Charlie Dalin contre 505 000,6 pour Johan Richomme. Donc vous voyez qu'il a gardé à peu près son avance d'hier, même si Johan Richomme en ce moment va une chouille plus vite sur les 4 dernières heures, parce que l'écart était remonté au-dessus des 135 000 entre les deux, et que Johan Richomme a légèrement réduit son retard. Il reste quand même 128 000, donc ça serait bien de réussir à accélérer légèrement le rythme. Charlie Dalin qui doit passer l'équateur dans les prochaines minutes, même si ce n'est pas déjà fait du côté de Charlie Dalin. Je vais vérifier ça tout de suite avec les infos de dernière minute du côté de Charlie Dalin, mais normalement il doit passer l'équateur dans les prochaines heures, donc revenir dans l'hémisphère nord du côté de Charlie Dalin dans cette épreuve. Johan Richomme devrait suivre, et ça va être intéressant de voir le temps à l'équateur pour les deux concurrents, pour à peu près savoir l'écart en temps entre les deux et voir si Johan Richomme peut faire une remontada sur Charlie Dalin, ou soit facilement aussi il va falloir vraiment beaucoup s'employer du côté de Johan Richomme. Donc on aura un écart de temps à ce moment-là. Sébastien Simon, lui, il prend de plus en plus de retard, déjà parce que ses conditions de navigation, le vent est pas si facile que ça, avec parfois des petits moments de dévent en plus du côté de Sébastien Simon. Il avance quand même à 60 000, ce qui fait quand même 318 000 de parcours sur les 24 dernières heures, et ce qui fait que derrière on n'a pas été beaucoup plus vite dans le groupe de poursuivants, à part Sam Gutschall qui va très très vite en ce moment, et Jérémy Bayou également qui a retrouvé un petit peu de la vitesse, mais tous les autres concurrents sont plus lents que Sébastien Simon. Et je rappelle que Sébastien Simon a plus de 1000 milles d'avance sur ces concurrents-là, donc encore une fois, normalement, à part gros problèmes techniques, c'est-à-dire dématage, c'est-à-dire problème de quille, normalement, du côté de Sébastien Simon, la 3e place est plutôt sécurisée, ce qui fait qu'il peut peut-être aussi un peu réduire le rythme et un peu sécuriser la situation, parce qu'il sait qu'à la régulière, il ne peut pas aller choper les deux de devant, et que derrière, les 10 de derrière auront du mal à le récupérer également. On va regarder le groupe de poursuivants derrière, et vous allez voir que c'est assez serré. Pourquoi ? Paul Meillat et Thomas Ruyan ont du mal un petit peu à avancer. On va même retrouver la météo normale, parce que là on était sur la météo d'il y a 34 heures, dans 34 heures. Donc vous voyez, en ce moment, la situation est très simple. Vous avez des bateaux qui sont dans du mou, l'Unven notamment, mais surtout Ruyan et Meillat. Ruyan, seulement 170 000 de parcouru sur les 24 dernières heures. Paul Meillat, seulement
196 000. Donc déjà, Paul Meillat va quand même un petit peu plus vite, encore une fois, que Thomas Ruyant. L'écart se réduit entre les deux. On est à seulement 25 000, même pas 25 000 d'écart entre les deux. Mais ça veut dire également que derrière, ça revient extrêmement fort. Alors, pas forcément Nicolas Lundven, vous voyez, mais Nicolas Lundven qui a tendance à tenter une stratégie de partir plein est pour peut-être retoucher du vent un petit peu avant ses petits camarades. C'est peut-être l'idée du côté de Nicolas Lundven, surtout qu'il devait également réparer. Nicolas Lundven, il avait arraché tout sa tête de mare, donc il fallait qu'il répare ça du côté de Nicolas Lundven. Donc lui, il a décidé de partir sur une stratégie totalement vers l'Est. On verra si ça sera positif. Pour l'instant, ça avance toujours quand même du côté de Nicolas Lundven avec 300 000, mais forcément, il perd des positions au classement. Pourquoi? Il s'écarte de la route idéale. Toujours ce même principe de route idéale. Et même s'il avance à 12 nœuds 5 en vitesse, on va dire classique, la réalité, c'est qu'il avance qu'à 9 nœuds 5 parce qu'il ne va pas en nord-sud, voilà, enfin en sud-nord, là plutôt dans ce sens-là, il se décale énormément, il fait plutôt du nord-est, voire même de l'est. Donc forcément, ça ne le fait pas avancer tant que ça par rapport au but, qui est, je rappelle, la manière dont on calcule le classement. Par contre, derrière, il y a un concurrent qui va à la vitesse de la lumière, c'est Sam Goodchild. Alors on sait, Vulnérable, c'est un bateau, enfin l'ancien Vulnérable, le Vulnérable première génération, c'est un bateau qui était excellent déjà au portant. Donc voilà, les bateaux de Thomas Ruyant ont toujours été bons au portant. C'est pas une surprise de le voir performant. On est dans des conditions de portant. 452 000 de parcours sur les 24 dernières heures, c'est énorme de la part de Sam Goodchild. Et on s'aperçoit que c'est, pour le moment, en termes de vitesse, dans des conditions équivalentes, le seul bateau de génération 2020 qui arrive à tenir la cadence des générations 2024. Et donc, il faut que ça saluer quand même la performance de Sam Goodchild. Et puis, il va falloir se méfier parce que Sam Goodchild, autant les mers du Sud, il connaît ses moyens, autant là, c'est vraiment des territoires qu'il connaît énormément. Et le manque de sommeil, encore une fois, lui, il va réussir à le gérer. C'est un concurrent qui a fait de l'Ocean 50, des bateaux casse-gueule, des bateaux où on ne dort pas bien. Donc lui, il va réussir à gérer en termes de lucidité, alors que les autres vont peut-être commencer à faire des grosses erreurs. Donc on va voir comment ça va fonctionner pour Sam Goodchild. Boris Herrmann va quand même à 420 000 parce qu'il est dans des conditions qui sont un peu plus simples pour son bateau, même si, encore une fois, il va moins vite que Sam Goodchild. Et Sam Goodchild a vraiment déposé. Je ne sais pas si on peut voir, hop là, sur les dernières 24 heures, vous allez voir, hop, voilà. Ça, c'était hier 15 h. Et vous allez voir que Sam Goodchild, il a déposé Boris Herrmann, parce qu'ils étaient quasiment côte à côte. Et désormais, Boris Herrmann est à 35 000 de lui. Derrière, on retrouve Jérémy Bayou. Lui, il est 6e. Il va beaucoup plus vite que Thomas Ruyant et que Paul Meillat. Donc, il va peut-être choper la 4e place dans les heures à venir. Il y a 1980 000 de retard, ce qui fait donc seulement 50 000 de retard, même moins 30 000 de retard, même seulement sur Thomas Ruyant. Donc, autant vous dire que dans les heures à venir, je pense que Jérémy Bayou va prendre la 4e place. Mais Sam Goodchild, qui va un petit peu plus vite, lui pourrait peut-être le déposer également dans les heures à venir. Et puis Justine Métro, juste derrière, qui a un peu du mal quand même à avancer aussi vite que ses camarades. Justine Métro, même si là sur les 4 dernières heures, elle va quand même à 82 000 de parcouru, mais elle a dû contourner la dépression. Je pense qu'elle est tombée à des moments un petit peu dans du vent mou, Justine Métro, dans du bordure de vent mou, ce qui l'a un petit peu ralenti. Voilà, elle a fait beaucoup de manœuvres pour tenter de sortir du centre de la dépression, où là, elle a vraiment souffert. Donc, elle a perdu un petit peu de temps dans l'affaire. Et surtout, encore une fois, il y a plus que 400 000 de retard pour Benjamin Dutreux. Et là, on va commencer à comparer les vitesses. En ce moment, Benjamin Dutreux, il a fait 60 000 de mieux que Justine Métro. Et Clarisse Kremer, qui est à 500 000, elle a été à 30 000 plus rapide, 20 000 plus rapide, mais encore une fois, le vent va être fort pour eux. Je pense qu'ils sont en capacité d'avancer pas mal vite dans les heures à venir, donc il faudra faire attention à eux. Du côté de Clarisse Kremer et de Benjamin Dutreux, mais en ce moment Benjamin Dutreux va extrêmement vite avec Guyot Environnement Water Family, et surtout il faudra pas que devant il y ait de trop gros problèmes, parce que il y a des places qui vont peut-être se perdre avec ces concurrents là. On retrouve ensuite Samantha Davis, 331 000 de parcouru. Elle aussi, son objectif c'est de garder cette dépression là pour qu'elle se fasse catapulter sur la suite de la course. Samantha Davis, et puis après derrière le match pour la 14e place entre Damien Seguin, 220 000
000 de parcouru. Romain Attanasio un petit peu plus en difficulté, notamment à cause de cette algue qui l'a gêné, 184 000. Et surtout, Jeannot Le Cam qui leur a collé 150 000 dans la journée, quasiment. Donc ça fait mal. Et Jean Le Cam, qui passe de l'autre côté des îles Falkland, en ce moment va extrêmement vite. Et puis comme la dépression, elle va aller plutôt vers l'est, il va récupérer beaucoup de vent dans les heures à venir. Donc il est presque sur une route parfaite en ce moment, Jean Le Cam. Et il faudra se méfier également d'Alan Roura, qui continue à aller vite et qui est en train de sécuriser sa 17e place en ce moment, Alan Roura, par rapport à Isabelle Yoshke et Giancarlo Pedoté qui ne sont plus en mesure de suivre, notamment avec pas mal de problèmes techniques sur leur bateau. Et il faudra, eux, qu'ils se méfient, Giancarlo Pedoté et Isabelle Yoshke, d'un Benjamin Ferré qui en ce moment avance, et surtout du groupe de fous furieux derrière, 281 000 de parcours pour Benjamin Ferré. Mais derrière, Tanguy Le Turquet. Mais encore Kojiro Shiraishi qui a réaccéléré, comme Arnaud Boissière dans des conditions un petit peu meilleures pour leur bateau. Et puis toujours Guirec Soudé pas mal, on en parlait. Violette d'Orange, 320 000 de parcouru, comme Conrad Coleman, Louis Duc, enfin tout le monde va à très haute vitesse. Et Eric Bellion, donc Sébastien Marseille, Violette d'Orange qui vont vite dans ce groupe-là, il faudra s'en méfier. Et puis bon, Oliver R, c'est compliqué. Seulement 137 000 de parcouru, mais encore une fois des conditions climatiques très compliquées. Antoine Cornic, lui, 226, et Jin Kunshu, 225. Donc le match est lancé aussi pour la 30e place. Gros combat, voilà, pour la 30e place entre tous ces concurrents qui se tiennent en 300 000. Donc autant dire en pas grand-chose. Et puis derrière, on retrouve Manuel Cousin et Fabrice Amédéo, toujours côte à côte, avec un Manuel Cousin qui a repris une petite peu d'avance, mais c'est quand même pas grand chose, vous voyez, il y a 7000 d'écart. Et ensuite on retrouve Denise Van Winberg, mais qui va toujours plus vite que donc qui reprend un petit peu de son retard, Denise Van Winberg. On regarde tout de suite le classement des statistiques sur les 24 dernières heures. Juste pour information, toujours pas de passage à l'équateur indiqué de la part de Charlie Dalin pour le moment. Je vous donne un petit peu les estimations de temps d'arrivée. Les ETA, ce qu'on appelle, donc l'Estimated Time of Arrival, donc le temps estimé d'arrivée. Du côté de Charlie Dalin, Johan Richomme, ça sera entre le 14 et le 15 janvier. On ne parle plus de 16 janvier, on nous dit entre 14 et 15 janvier pour le moment. Entre 16 et 18 pour Sébastien Simon. Et 21-23 janvier, donc pour le groupe Thomas Ruyant, ça devrait être à peu près similaire également pour Jérémy Bayou, pour tous ces petits camarades-là. Donc entre 21 et 23 janvier, voilà pour ce groupe-là, donc le groupe Thomas Ruyant. Encore une fois, donc des temps plutôt canons pour tous ces concurrents-là, mais surtout pour Charlie Dalin et Johan Richomme. On regarde un petit peu les statistiques des 24 dernières heures. Donc entre Charlie Dalin et Johan Richomme, seulement 1 km de plus parcouru par Johan Richomme par rapport à Charlie Dalin. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas grand-chose en termes d'écart. Sam Goodchild, lui, est 3e, devant Benjamin Dutreux et Boris Herman. On retrouve ensuite Clarisse Crémer et Justine Métro, devant Jean Le Cam, Jérémy Bayou et Samantha Davis, qui est 10e de ce classement. Et Denise Van Winberg qui a désormais 14 500 km à peu près de retard sur Charlie Dalin. Donc l'écart s'est réagrandi de nouveau entre les deux. Et par rapport au record, eh bien Charlie Dalin qui a repris beaucoup d'avance par rapport à Armel Lecléache, qui avait une remontée encore une fois de l'Atlantique Sud qui avait été très très compliquée. Eh bien Charlie Dalin qui a désormais 2830 km d'avance, c'est-à-dire 1528 000, à peu près donc 3 jours d'avance par rapport au record d'Armel Lecléache, 3-4 jours d'avance du côté de ce record. Et surtout, on est maintenant à 3000 milles quasiment de l'arrivée pour Charlie Dalin, moins de 3000 milles de l'arrivée. Donc on commence à voir vraiment les Sables d'Olonne se rapprocher. De toute manière, quand on peut commencer à faire des estimations de routage vers les Sables d'Olonne, c'est qu'on n'est plus très loin de l'arrivée désormais. Mais il ne faut pas perdre sa concentration. Alors pour Charlie Dalin, Johan Richomme, il y a toujours une grosse course entre les deux. Mais pour un Sébastien Simon, il faut vraiment pas perdre sa concentration et pas faire d'erreur. Donc si on regarde bien et qu'on arrive dans une dizaine de jours, c'est-à-dire que le nouveau record serait aux alentours de 66-67 jours de course. Voilà. Si on regarde bien, si on calcule bien, donc voilà,
66 ou 67 jours de course peut-être, donc un peu plus de 2 mois. Si c'est bien en termes de calcul du côté de ce Vendée Globe, eh bien on verra ça le 14 et le 15 janvier prochain. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, on se retrouve pour faire un nouveau débrief de la course. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Présentation de la Cofidis ce soir. Dakar, je pense ce soir aussi, parce qu'au final, il y a des infos sur cette 48 heures chrono et on a des écarts, donc on a des temps. Donc on parlera de tout ça. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!